Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal sur Monaco Info. À la une de l'actualité de ce dimanche 22 mars, les fresques du Palais Princier ont livré leurs secrets. Nous sommes allés à la rencontre de l'équipe en charge de leur restauration pour découvrir ce travail aussi minutieux que passionnant. Figure bien connue du rugby français, Johan Huget était le parrain de la 14e édition du tournoi Sainte-Dévote qui a réuni au Louis II les jeunes espoirs de la discipline. L'ancienne gloire du 15 de France sera notre invité. Capitaine, hôtesse, broker, ce sont des carrières qui fascinent. Le Yacht Club a organisé sa toute première journée d'orientation autour des métiers du yachting et du maritime, un milieu qui, vous allez le voir, demande de la flexibilité mais qui promet une vie à bord tout à fait hors du commun. Enfin, quelques notes de musique. Un nouveau concert de la voûte s'est tenu hier soir. La créativité féminine était à l'honneur en ce mois marqué par la Journée internationale des droits des femmes. Mais avant de développer ces titres, quelques images du Bal de la Rose, l'événement incontournable du calendrier monégasque a tenu toutes ses promesses hier soir. Pour ce grand rendez-vous à la fois glamour et caritatif, la salle des étoiles du Sporting Monte-Carlo s'est métamorphosée en navette spatiale. La princesse de Hanovre et son ami Christian Louboutin ont en effet choisi pour cette 70e édition le thème Galaxy Rose Bowl qui, comme vous pouvez le voir, a séduit les 800 convives présents. Comme chaque année, les fonds collectés lors de ce dîner-spectacle sont destinés à la Fondation Princesse Grace pour aider les enfants hospitalisés. Un mot de football. En Ligue 1, Monaco est venu à bout de l'Olympique Lyonnais cet après-midi au terme d'un match riche en rebondissements. Si les Lyonnais à domicile ont mené une bonne partie de la rencontre, le sursaut des Monégasques a eu lieu à la 62e minute grâce à un but d'Akliouche puis de Balogun sur penalty. En basket, victoire également pour Monaco qui s'est imposé sans trembler au Stade des Flandres face à Gravelines hier soir, 77-89, porté par le duo Okobo Diallo, auteur de 33 points. La Roca Team affiche un bilan de 19 victoires pour seulement 3 défaites en championnat. Avec ce nouveau succès, elle reste maître de la Betclic Elite. Prochain match pour les Rouges et Blancs mardi en Euroleague contre Milan. Actuellement 7e, les Monégasques joueront leur qualification pour les playoffs. Nos jeunes ont du talent. La 2e édition du concours photo porté par la Direction des Affaires culturelles vient tout juste de s'achever. Les lauréats ont été sélectionnés. Ils seront dévoilés dans quelques jours. Réservé aux 11-25 ans, le concours avait pour thème Patrimoine en danger. Et qui de mieux pour parler de patrimoine que Stéphane Bern, membre du jury. Il partage son regard d'expert. Nous écouterons juste après Françoise Gamerdinger, toujours au micro de Marie Bonnet-Blanc et Alexandra Paolini. Quand on n'apprend plus parce qu'on ne sait plus, les pierres parlent encore. Et je pense que c'est important. Les pierres, ou le béton d'ailleurs, ou le bois, nous racontent une histoire. Et donc je pense qu'on l'apprend grâce au patrimoine. Donc oui, il faut que les jeunes l'aiment, s'y intéressent. Parce que si les jeunes n'aiment pas leur patrimoine, alors une fois que moi je serai parti, et que d'autres de mon âge seront partis, qui va le protéger ? Vous voyez ? C'est eux les relais de demain. Donc il faut qu'ils aiment le patrimoine, pour que demain, quand ils seront adultes, ils puissent le protéger. Il y aura une exposition comme l'année dernière sur les grilles des Jardins Saint-Martin. Il y aura une quinzaine de photos, 15 photos sélectionnées par notre jury. Il est à rappeler que l'année dernière, pour la première édition, les photos qui ont tout d'abord été exposées sur les grilles ont ensuite été exposées dans les écoles, notamment au lycée Régnier 3, et que cette exposition va partir dans le cadre de la présidence de Monaco au Conseil des ministres du Conseil de l'Europe. Cette exposition à Strasbourg est organisée en collaboration avec la mairie et le travail et ce concours sera visible également dans le cadre du Conseil de l'Europe. Nous vous en parlions cette semaine. Le colloque consacré aux fresques du Palais Princier s'est clôturé hier. Restaurées pendant 10 ans, ces peintures ont révélé leurs secrets. L'équipe en charge de leur restauration a animé pour l'occasion un atelier afin de présenter ce travail méticuleux. Reportage d'Alban Gingembre et Jean-Alexandre Dordet. Le Palais Princier dévoile de nouveaux fragments de son histoire à travers ses fresques. C'est grâce à un travail de restauration minutieux que l'histoire est mise à jour. Un savoir-faire qui intrigue plus d'un curieux. Je suis assez fasciné par à la fois la rigueur,
la compétence que ça demande, les compétences que ça demande, etc. Je fais ce même métier et donc j'étais très intéressée de connaître ce qui s'était passé ici. J'ai pu apprendre plein de choses. Vous voyez là, par exemple, il y a quand même un apport de chaud qui est un peu plus important. Donc ça crée, en fait, ça fait une peinture presque à séco. Et ça crée en fait cette couvrance et cette luminosité dans le pigment. Pour ce chantier, l'équipe a créé sa propre palette plus compatible avec les composants d'origine datant du XVIe siècle. J'ai rarement travaillé avec des produits aussi qualitatifs que ça. Et en plus, ça nous permet vraiment d'être au plus proche de la palette 16e. Parce que cette palette, elle a vraiment été conçue pour s'approcher au maximum des terres, des ocres que la fresque nous apporte. Cet échange avec le public permet de mettre en avant les compétences et la précision du travail effectué par une équipe de passionnés. C'était l'événement hier et avant-hier au Stade Louis II. Le tournoi Centre des Votes, compétition de rugby à 7 dédiée aux moins de 12 ans, a réuni des U12 venus du monde entier. Le parrain de cette 14e édition est avec nous. Bonsoir Johan Huget. Bonsoir. Merci de nous accorder ce moment en marge de votre venue à Monaco. En tant qu'ancien international français aux 62 sélections avec le 15 de France, vous étiez le visage de cette nouvelle édition. Comment est-ce que vous avez vécu cette expérience ? J'ai vécu cette expérience avec beaucoup de plaisir, avec un petit flashback, un retour en enfance aussi. Ce tournoi qui dure toute la journée où on voit des jeunes prendre énormément de plaisir, mais qui sont également dans le partage et dans l'entraide. Donc vraiment un coup un peu de vieux parce que ça me rappelle que j'étais jeune mais il y a très longtemps et c'est toujours un plaisir de voir ces jeunes s'amuser, prendre autant de plaisir et qui viennent du quatre coins du monde. Quel a été votre rôle en tant que parrain durant ces 2 jours ? Le rôle a été simple, déjà d'admirer l'organisation et félicitations à tous les bénévoles qui ont œuvré pour l'organisation de ce tournoi et ainsi partager des moments avec les joueurs, déjà bien français bien entendu, mais aussi de voir de très belles équipes comme l'Inde, les Écossais, l'île Maurice. Donc voilà, ce sont des moments particuliers où on est dans le partage et dans la transmission, donc on discute avec eux, on les félicite, on les encourage parce que des fois on a l'impression que tout s'arrête après une défaite, donc voilà, des mots réconfortants et encourageants. C'est important pour vous de transmettre les valeurs du rugby aux jeunes ? Oui, tout à fait. On est dans une école de vie. Au-delà d'être dans le rugby, c'est une école de vie aussi. Donc le partage, l'entraide et la transmission de ce qu'on a connu parce que ça nous rappelle de très bons souvenirs. Mais on peut connaître 62 sélections en équipe de France. On se souvient de tous les tournois qu'on a joués quand on était petit. Donc ces moments seront gravés pour eux à vie. Venir dans une telle atmosphère, ambiance, jouer dans un stade aussi mythique. Donc voilà, il ne faut pas qu'ils galvaudent de cette expérience-là. 24 équipes représentant 23 nations se sont donc affrontées. Est-ce que vous avez été étonné du niveau ? Très agréablement surpris du niveau, de l'intensité, de l'engagement que peuvent mettre ces jeunes moins de 12, avec la mixité aussi des équipes, c'est ce qui est intéressant. On voit énormément de filles. Pour le développement du rugby, c'est très enrichissant. Pour le développement également, donc, mais des filles qui viennent, comme j'ai dit, de l'Inde, qui viennent de l'île Maurice, qui viennent d'Angleterre. Donc je trouve que la parité garçons et filles est extrêmement bien répartie. Mais ce sont des très très belles équipes en tout cas et il faut qu'ils profitent. Est-ce que certains jeunes, filles ou garçons d'ailleurs, comme vous le dites, sont sortis du lot ? Oui, forcément, on s'attache quand on voit plus de 15 rencontres ou 20 rencontres dans la journée. On a des petits joueurs favoris et j'ai eu un petit coup de cœur pour une joueuse de l'Inde qui a mené son équipe vers l'avant, qui a été d'un engagement hors pair et je trouvais ça très émouvant de voir une fille qui a mené garçons et filles derrière elle avec beaucoup d'abnégation. Ils sont nombreux à être prometteurs, on espère qu'ils auront une carrière comme la vôtre, on leur souhaite. Enfin, un mot sur la victoire quand même des Bleus dans le tournoi Destination, merveilleux. La victoire des Bleus, on pensait tous qu'elle allait être facile, on ne voyait pas d'adversaire à la hauteur du jeu de l'équipe de France, mais on reste dans un sport de haut niveau, dans un sport professionnel et tout peut arriver. Donc les 2 dernières rencontres ont été compliquées, mais ce qu'il faut retenir, c'est le courage de cette équipe, d'avoir affronté cette équipe d'Angleterre qui était venue sans rien
n'a joué. Ça restait un crunch. Et ça a été une équipe de France valeureuse avec beaucoup de solidarité pour aller chercher ce deuxième doublé qui n'avait pas été fait depuis 1997. Et les gens, des fois, ne se rendent pas compte de la tâche que ça évoque d'aller chercher 2 titres consécutifs. Donc il faut retenir ça et c'est de bon augure pour la suite. Voilà, merci beaucoup Yoann Huget d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Direction à présent le Yacht Club de Monaco qui accueillait jeudi la 5e édition du Monaco PropTech Symposia, une conférence qui a réuni 300 experts internationaux, investisseurs et acteurs de l'innovation. L'objectif, présenter les dernières avancées technologiques qui transforment le marché de l'immobilier. Ce qu'il fallait en retenir avec Gaëtan Lebrun et Marie-Ève B. Organisé par le Monaco Economic Board et le gouvernement princier, l'événement a réuni experts et investisseurs autour de l'intelligence artificielle au service de l'immobilier, un secteur pour lequel les nouvelles technologies pourraient représenter l'avenir. Au programme, conférences, échanges stratégiques et présentation du PropTech Barometer 2025, un indicateur clé des tendances. Artificial intelligence and technology can transform the whole entire real estate industry. So if we think about how investment managers and real estate professionals are managing things these days, there's a lot of spreadsheets, a lot of data. And the reality is that data tells a story, and AI can bring that story to life and reveal signals and reveal alpha that wasn't previously available before AI. Les enjeux pour la principauté, miser sur l'innovation et la technologie pour préparer l'immobilier de demain. Pour nous, c'est évidemment un sujet fondamental parce que l'immobilier, c'est un des secteurs les plus au cœur de notre identité économique. Le secteur se transforme, les technologies sont désormais dans tous les domaines de cette industrie immobilière, dans la conception, dans la construction, etc. Et le véritable enjeu pour la principauté, c'est de ne pas rester à la traîne et en arrière de ces avancées, mais bien de les comprendre, de les assimiler et parfois de les anticiper en faisant partie de ce mouvement et de conférences telles que c'est le cas aujourd'hui pour être véritablement au cœur des évolutions. L'événement confirme la volonté de Monaco de renforcer son positionnement dans l'innovation immobilière et l'investissement international. Et si votre futur métier se trouvait en mer? Quelques jours après le symposium, le Yacht Club de Monaco organisait sa toute première journée d'orientation. Près de 600 lycéens et étudiants ont fait le déplacement pour découvrir les métiers du yachting et du maritime et rencontrer des professionnels du secteur à la carrière souvent passionnante. Gaëtan Lebrun et Alexandra Paolini. Ici, pas de compétition nautique aujourd'hui, mais une journée entièrement dédiée à l'avenir des jeunes. Lycéens et étudiants sont venus découvrir les nombreuses opportunités offertes par les métiers de la mer et du yachting. Au programme, une vingtaine de stands, des professionnels passionnés et des écoles spécialisées venus proposer une immersion dans ce secteur omniprésent sur la Côte d'Azur. Un des éléments sensibles du yachting, c'est le personnel. Le personnel aussi bien embarqué que le personnel à terre. Un bateau ne fonctionne pas seul. Sur un bateau, il y a 7 métiers. Et pour faire fonctionner un bateau, il y a encore 6-7 métiers à terre. On est parti du raisonnement que d'un côté, il y avait les jeunes qui cherchaient un peu leur voie et qui n'avaient pas toujours du travail, qui ne trouvaient pas de travail. Et de l'autre côté, il y a des industries qui cherchaient du monde. Donc si on arrive à faire rencontrer les deux parties, je pense que ça peut être que bénéfique. Parmi les stands, certains attirent particulièrement la curiosité. C'est le cas de l'École nationale des scaphandriers, un métier aussi impressionnant qu'essentiel au cœur des interventions sous-marines. L'École nationale des scaphandriers forme des plongeurs professionnels, des scaphandriers donc, qui vont travailler sur les plateformes pétrolières, qui vont travailler dans les ports, beaucoup de ports, mais qui vont travailler également dans des centrales nucléaires, dans le domaine du BTP, pour les voies navigables de France, dans tous les secteurs où on a besoin de plongeurs pour intervenir, construire, détruire, entretenir des ouvrages d'art par exemple. Une première édition réussie pour le Yacht Club de Monaco, en présence du ministre d'État, venu rappeler l'importance de ce type de rendez-vous pour accompagner les jeunes dans leur choix d'orientation en pleine période de réflexion autour de Parcoursup. Poursuivons en musique. Un nouveau concert de la voûte a captivé le public hier soir à l'église réformée. Cette fois, les directeurs artistiques ont choisi de mettre à l'honneur des artistes au féminin.
à travers l'alto, un instrument aux sonorités profondes et proches du violon. Retour en images avec Théo Schumer et Julien Laugier. Pour les amateurs, ce n'est qu'un violon un peu plus grand et un peu plus grave. Mais pour les artistes, il est comme un grand frère mélodique. L'alto est un instrument qui touche ce que ni violon ni violoncelle ne peuvent jamais vraiment atteindre. Il explore la frontière qui les sépare pour faire accoucher des sonorités presque enchantées. L'alto est déjà un instrument injustement méconnu. C'est un petit peu le perpétuel second rôle de la musique classique. Un petit peu comme au cinéma, souvent les très bons films tiennent sur les seconds rôles. En musique, c'est pareil. L'alto, c'est une voix intermédiaire qui vient se couler entre les voix, les héroïnes. Et en fait, sans l'alto, il n'y aurait pas cette harmonie et ce sens profond de la musique. Donc, c'était un petit peu la quête de ce soir, c'était de mettre ce second rôle au premier plan. Et vous allez vous rendre compte, je l'espère, qu'il a vraiment énormément de brio et énormément d'émotions à transmettre. Mais l'alto ne saurait libérer sa magie sans son magicien, et en l'occurrence ce soir, une magicienne. Ce concert de la voûte veut en effet mettre en lumière les compositrices qui, malgré elles, sont encore peu représentées dans les concerts de musique classique. Yona Zekri, une brillante altiste niçoise, s'est chargée de cette mission. Il est dit qu'il y a peu de répertoire à l'alto parce qu'effectivement c'est un instrument qui est assez marginalisé. Donc on a décidé de choisir une grande pièce centrale, la sonate de Rebecca Clark, qui est composée originalement pour l'alto. Et ensuite, on montre les capacités et les possibilités qu'a l'alto de devenir un instrument qui peut être un instrument transpositeur pour les autres œuvres. Et donc ainsi, l'œuvre de Clara Schumann est initialement pour le violon, celle de Nadia Boulanger initialement pour le violoncelle, et on terminera par un lied de Alma Mahler qui est pour la voix. Donc on montre toute la possibilité de cet instrument-là, de trouver une place aussi, une vraie voix et pas seulement une voix d'accompagnement. Mission réussie pour cette artiste et Catherine Nikitine au piano qui, à elle seule, ont fait bien plus que rendre hommage aux compositrices oubliées. Elles les ont véritablement sublimées. Une autre compétition a fait son retour cette semaine, le Chessmates International Tournament, un tournoi d'échecs pour les jeunes, chapeauté cette année par la Fédération monégasque. Et c'est à la Casa di Sochi que l'équipe de Monaco a affronté ses adversaires européens. Théo Schumer et Alexandra Paolini ont assisté à la finale hier après-midi. Ici, le silence est roi. 8 équipes internationales se sont retrouvées à Monaco pendant 3 jours pour s'affronter aux échecs à l'occasion de la 13e édition de ce Chessmate International. 8 équipes pour 8 nations, Monaco, les Pays-Bas, l'Islande, l'Allemagne, l'Irlande, l'Angleterre, l'Estonie et l'Italie. Un tournoi fait pour les jeunes dans un objectif compétitif bien sûr, mais aussi pour promouvoir des valeurs de partage et d'amitié. Je m'entraîne depuis que j'ai 5 ans, pendant le Covid, donc j'ai commencé à jouer. Et j'ai commencé et ça m'a beaucoup plu. Donc j'ai commencé à m'entraîner et à faire des tournois. Je rencontre des gens des autres équipes que je connais pas. Du coup, je fais des nouvelles personnes que je connais. Et après, il y a ceux que je connais déjà. Mais oui, c'est bien de rencontrer des nouvelles personnes et de faire des nouveaux amis. Aujourd'hui, c'est jour de finale. À 14h pile, les 10 jeunes de chaque équipe allant de U12 à U20 partent pour environ 2 heures de jeu avec 30 secondes par coup. Une séquence qui se joue d'abord avec les nerfs. La concentration est de mise car la moindre imprécision peut parfois entraîner la défaite. Mais rien ne semble faire peur à ces jeunes prodiges. C'est des compétitions homologuées FIDE, donc de parties longues, qui comptent pour leur Elo. Donc, parce qu'on promet les valeurs de la compétition avant tout. Il y a un classement officiel qui détermine leurs valeurs sur l'échiquier. Voilà, donc on a vraiment un échantillon de joueurs talentueux, puisque c'est un peu
de très très bons joueurs dans leur nation. On a des candidats maîtres, on a des maîtres féminines. Donc c'est vraiment une compétition de haut niveau. La finale laissera place ensuite au tournoi de Blitz, les parties rapides, environ 10 minutes, afin de relâcher un peu la pression de la compétition. Et oui, ici le réconfort, c'est encore de l'effort, mais quoi qu'il arrive, c'est toujours du plaisir. Il s'agit sans aucun doute de l'exercice le plus redouté des élèves. France Culture, en partenariat avec la SNCF, lance le Tour de France de la dictée en gare. Et c'est Monaco qui ouvre le bal mercredi prochain. Plusieurs sessions sont prévues, comme l'explique le directeur de la gare de Monaco au micro d'Alexandra Pani et Alex Avial. Pour la première fois, les dictées en gare s'internationalisent et on va les accueillir en gare de Monaco-Monte-Carlo, ce qui est un grand honneur et un grand plaisir. C'est la tournée des dictées, c'est un peu comme le Tour de France cycliste, parfois il commence à l'international. Et donc cette année, la tournée qui commence donc le 25 mars, qui va se terminer en décembre, aura comme première étape la gare de Monaco. Il n'y a pas besoin de s'inscrire au préalable, il faut venir en gare. Il y aura 5 dictées à partir de 10h du matin, une dictée quasiment toutes les heures. Entre chaque dictée, il y aura un interlude musical avec un pianiste pour mettre un petit peu d'ambiance et pour que ce soit très agréable. Donc ce qu'il faut, c'est venir nombreux. Il y a une correction mais qui est collective, il n'y aura pas de notes, donc on ne retourne pas à l'école, c'est pédagogique et le thème des dictées, ça sera sur un thème qui est cher au prince souverain, sur les océans et les mers et la sauvegarde des fonds marins. Rendez-vous donc mercredi de 10h à 15h en gare de Monaco. L'accès est libre et gratuit pour tous les publics de 7 à 99 ans. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans un court instant, les prévisions météo de Théo Schumer. Demain, vous retrouverez à la présentation de votre 19h Émilie Rousseau. Et qui dit lundi, dit nouveau podcast. Geneviève Berthy a reçu Brian Joubert. Le champion du monde de patinage artistique était en principauté pour une masterclass à l'occasion de la fête de la glisse. Excellente soirée sur Monaco Info et bon début de semaine. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour vos prévisions météo. On commence avec une bonne nouvelle, nous allons retrouver le beau temps ce lundi. Le soleil sera de sortie dès le petit déjeuner et jusqu'au dîner. Seuls quelques petits nuages pourraient faire rapidement leur apparition, mais rien de bien méchant. Côté température, on sera sur des normales de saison pour un début de printemps avec 12 degrés en matinée et jusqu'à 14 l'après-midi. Demain, lundi 23 mars, nous fêterons les Victoriens, dérivés du nom latin Victor, vainqueur. Pour la petite histoire, au 5e siècle, Saint Victorien était le gouverneur proconsul de Carthage, l'actuelle Tunisie, et surtout un chrétien mort en martyr sous la domination de l'envahisseur vandale. Le 23 mars honore donc sa mémoire, et c'est d'ailleurs à cette date qu'apparaît l'expression « S'il pleut à la Saint-Victorien, ton grenier sera plein de foin ». En fait, pour les paysans de l'époque, les fêtes religieuses étaient un moyen de mémoriser les cycles agricoles, et donc là, en l'occurrence, de se souvenir que la période était propice à la pluie et entraînerait donc par conséquent de bonnes récoltes à venir. Voilà une belle anecdote à raconter demain au dîner. Allez, belle soirée avec nous et très bonne semaine à Monaco.